Donc je disais, dans les années 1968 et 1970, Véro, le commandant d'Ayahouzé, monté au créneau contre le tribalisme. Il prend avantage de sa position de ministre de l'Information, de son contrôle sur les organes du ministre de l'Information et de son contrôle sur les organes d'information publique pour multiplier les éditoriaux de presse écrite et radiodiffusée contre ce virus. Dans un contexte politique bipolaire empreint d'ethnocentrisme fort. Ces textes tranchent par la hauteur qu'ils prennent sur le paranoïa et les extrémismes ambiants qu'ils renvoient dos à dos. D'emblée, nous pouvons affirmer sans risque de nous tromper que c'est la classe aisée qui renferme le virus du tribalisme. Effectivement, le mal vient d'en haut. Ce sont des cadres peu méritants qui, pour se maintenir et pour se hisser à des postes convoités, ont besoin de pistons, d'astuces et d'artifices. Ce sont aussi certains responsables insatiables qui, pour faire aboutir leurs ambitions inavouables, font de la division ethnique une stratégie politique. Alors, s'ils sont Tutsis, ils dénoncent au besoin avec complot tactique à l'appui un péril Hutu. À contrer, s'ils sont Hutus, ils dévoilent un apartheid des Tutsis à combattre. Et cela s'orchestre avec une mise en scène diabolique pour que le sentiment prenne le pas sur la raison. Voilà les difficultés que les Burundais ont eues dans le passé et qui, ces difficultés n'ont pas épargné nos innocents Hutus et Tutsis. Sous le poids d'une atmosphère de plus en plus pesante de suspicion à sens unique, quant à une récidive de 1965 par de présumés comploteurs Hutus, le ministre d'Ayahouzé multiplie les notes et les rapports confidentiels au président de la République. Il y dénonce nommément les homologues ministres complices de mener, selon lui, unilatéralement et injustement accusatrices envers l'élite politique et militaire Hutu. Il reproche à ces menés de cabrer à la fois les Tutsis qui craignent une répétition des massacres en 1965 et l'élite Hutu qui y voit des manigances pour achever la purge politique des Hutus amorcée en octobre 1965. En septembre 1969, le régime de la Première République annonce avoir déjoué une tentative de coup d'État militaire imputé à des officiers militaires Hutus dans son rapport confidentiel numéro 061-426-16-CME adressé le 24 février 1970 au président Michel Micombero, le commandant d'Ayahouzé. Il soutient qu'il n'y avait effectivement pas un programme de coup d'État et même un plan de génocide pour les conjurés d'Ongozi, bien que tous les conjurés n'avaient pas une même conception de la chose et que beaucoup semblaient ignorer les buts du programme. Selon lui, si la crise a été relativement bien contenue, c'est parce que, contrairement au procès de 1965, celui des conjurés de 1969 a été public. C'était ce que croyait le commandant d'Ayahouzé. Mais c'était toujours triché parce que Micombero orientait savamment les condamnations pour éliminer des hauts cadres militaires gênants. C'est ce que nous allons voir dans ce que nous appelons ici, nous appelons cela
affaire Kanyaruguru en 1969 pour les Hutus, qui impliquera les officiers Hutus à assassiner alors qu'ils venaient de rentrer de la formation militaire en Belgique, se disant qu'ils voulaient faire un coup d'État. Bon, je continue à expliquer la situation où vivait son ministre de l'Information, le commandant Daya José, avant le déclenchement du génocide de 1972. Le dommage, c'est qu'on canalise l'interprétation dans un sens unilatéral et encore plus injuste, à savoir cette optique qui joue sur les préjugés et la méfiance ethnique et qui arme psychologiquement des fils d'un même pays contre les autres. Ce qui empêche ainsi toute vraie lutte contre l'injustice et le sous-développement. Ainsi longtemps que tous les problèmes ont une corrélation ethnocentriste, les Burundis se neutraliseront mutuellement et le sous-développement se radicalisera. Il y en a alors qui veulent résoudre la question par les armes et le feu, et l'excitabilité de la classe moyenne ne va que croissant. Or, quand on parle à la race, on peut et on doit s'attendre au pire excès, surtout qu'on arrive dans certains milieux à tout voir sous l'angle radical et à s'attendre avec toute la bonne conscience du monde à ce que tous les membres d'une ethnie soient des alliés naturels et inconditionnels. Voilà le problème majeur au Burundi. En 1971, les taux se resserrent. Au fil des mois et à mesure que le pouvoir de Michombero se crispe et se radicalise, le commandant est peu à peu marginalisé. Ce commandant qui est dynamique, qui avertit le chef suprême des dangers potentiels, peu à peu, il est marginalisé. Le 8 août 1969, il est nommé secrétaire général du parti unique, fonction qu'il cumulera avec celle du ministre de l'Information. Mais en décembre de la même année, il est éloigné des leviers de communication publique en tant que muté et est muté à la tête du ministère de l'Économie. En décembre 1970, le régime lui reprend les clés du parti et 3 mois plus tard, il est sorti du gouvernement. Remplacé au poste de ministre de l'Économie, il y reprend fonction à l'état-major général de l'armée où il est collègue de Jean-Baptiste Bagaza, jeune officier de l'armée fraîchement rentré d'Europe. Dans les mois qui précédèrent son éviction du gouvernement, il avait adressé des rapports internes au président de la République pour lesquels il analysait avec critique la vie du parti et l'économie en déclin du pays. C'est une république monarchiste, disent de nous les critiques, qui, écrit-il, avoués n'ont pas tout à fait tort. De temps en temps, continue-t-il, nous donnons l'impression d'être empêtrés dans le maquis de nos rumeurs et de nos habitudes, égarés dans le labyrinthe de nos traditions et de nos faux bruits. Comme toujours, comme aujourd'hui, comme dans le passé, les gens sont égarés dans le labyrinthe des traditions et de nos faux bruits. Les uns disent ceci, les autres disent ceci, et on ne veut jamais entrer dans l'objectivité de la vérité. On continue. Lui, le commandant d'Airose, qui était véridique, qui était courageux, il en paya le prix. Le 30 avril 1972, sa disparition. Les circonstances de la disparition du commandant d'Airose sont décrites dans le témoignage de sa veuve Rose Karambizi d'Airose, une Rwandaise Tutsi. Il est repris par Jean-Pierre Chrétien
et Jean-François Dipaquier dans leur ouvrage conjoint sur les événements tragiques du Burundi en 1972. Ces circonstances sont aussi abordées par Madame Ndayahoze elle-même dans un recueil des écrits de son mari qu'elle fit publier en 2016 sur son témoignage dans la nuit du 29 au 30 avril 1972 vers 3 heures du matin. Ndayahoze est appelé au siège de l'état-major général de l'armée par son chef Thomas Ndabemeye. Il informe que le pays est attaqué et que pour sa défense, comme tous les officiers qui sont affectés, il doit gagner son poste. Parce que la capitale burundaise bruissait déjà de rumeurs de violence et de coups de feu nocturnes. Son épouse tente de le dissuader de s'y rendre, faute de l'en convaincre, et les adjure de ne pas s'y rendre seul. Ndayahoze appelle alors à notre officier supérieur de l'armée, Tutsi, censé avoir reçu le même appel. Ils conviennent d'un peu de rencontre, l'école Athénée secondaire de Bujumbura, pour se rendre ensemble au quartier généraux de l'armée, mais plusieurs signes troublant intriguent son épouse, raconte-t-elle. Elle ne comprend pas pourquoi aucun véhicule officiel de l'armée ne lui a été envoyé pour se rendre à l'armée. Par ailleurs, elle est troublée du fait qu'après être restée sans nouvelles de son mari depuis son dernier appel téléphonique à 6 heures du matin, elle découvre aussi par un appel que l'officier qui était supposé se rendre à l'état-major de l'armée avec lui n'a finalement pas quitté son domicile de toute la nuit. Le matin du 30 avril, vers 10 heures, la radio officielle annonce que le pays est sous l'attaque. Voilà. Et c'est dans ces événements qui prennent une tournure encore plus préoccupante que le commandant Ndayahoze disparaisse mystérieusement pour ne plus revenir chez lui. Ça se trouve dans un livre, vous pourrez le lire. Je n'y attarde pas. Je vais parler d'autre chose. Je vais parler de Micombero. Comment Micombero a organisé son territoire dans le but de réussir son projet de massacrer, de tuer une population innocente. Vous avez entendu qu'il a commencé par accuser les autres de complot de putschistes, affaire Kanyaruguru en 1969, affaire Ntungumburani, les militaires Tutsi Banyaruguru arrêtés et accusés de complotistes, car au départ, Micombero qui pensait qu'il serait hostile à l'extermination des Hutus dans ce génocide en gestation, mais il finira pour les amadouer et de les disgracier dans le but de l'aider à la réussite à son plan de 1972. Donc l'affaire Ntungumburani de 1971, les militaires ont été graciés. Donc, nous allons voir comment Micombero a organisé alors son territoire qui lui sera facile, qui lui sera un outil de répression dans ce génocide. Notons que les archives de 1962 à 1971, dans les endroits, surtout à Rumonge, ils ont été brûlés par l'administrateur Damas Nyambere. Ceci se trouve dans les documentaires sur la région de Bururi depuis 1970, dans le but de fausser qui habitaient ces régions convoitées et occupées en majorité par les Bafureiro, les Roberto Gasto Sumial.
on va regarder comment était organisée la région par les Ganois. Des Ganois paisibles qui dirigeaient bien le pays, la région. Au départ, en 1929, à Bururi, il y a eu la création du territoire en fusion des postes Nyanzalak et Rumongue. De 1930 à 1940, l'organisation administrative et le territoire de Tanganyika, les postes de Rumongue et Nyanzalak deviennent le territoire de Bururi qui comptait cette chefferie. En 1956, le territoire de Bururi est modifié en 5 sous-chefferies. La chefferie de Bututsi dirigée par le prince Ndari-Shikije. Ce prince a été un ami de mon grand-père d'Abasomvie et nous lui en sommes très reconnaissants parce qu'il nous a donné une grande colline où nous habitons chez nous. La chefferie de Buragani, Bukurira, dirigée par le chef Ugano, la chefferie de Mugamba, Buzibira, sous les ordres d'Akoze, la chefferie de Vugarime, dirigée par le chef Katiha, le chefferie de Tanganyika, dirigée par le chef Nyambikije. En 1960, lors de l'indépendance, le territoire de Bururi devient la province de Bururi avec des arrondissements Bururi et Makamba et composé de 19 communes dont Makamba, Mikoba, Bututsi, Minago, Burambi, Buyengero, Songa, Kiryama, Muzenga, Bururi, Kigwena, Munini, Mugamba, Makamba, Gisenyi, Vugizo, Kibago, Mabanda, Nyanzalake. La province était dirigée par un administrateur de province, un administrateur adjoint et un secrétaire de province, tandis que la commune était administrée par un bourgmestre assisté d'un conseiller communal. À notre chapitre, on va regarder l'œuvre de Michombero pour créer un climat favorable à ces plans de génocide au Burundi. La nomination des responsables politiques de son clan ou des amis extrémistes les plus radicaux dans la région de Bururi et Makamba, de ces communes et collines les plus éloignées, voire à la loi 0001/67. C'est là où il a commencé à arranger son plan. Plusieurs anciennes communes devinrent des zones dirigées par les personnes de souche Hima et Tutsi extrémistes dans le but de préparer le terrain à des atrocités et conspirations dans le but d'accaparer des terres riches d'Olimbo. Le régime de Michombero convoitait la plaine d'Olimbo où les habitants Hutus et Congolais Bafulero avaient de vastes palmeraies et de vastes plantations de café robusta. Ils embauchaient très souvent des ouvriers qui descendaient des hauteurs, ces derniers étant en majorité Hutus ou Tutsi, pauvres qui venaient de Vianda, Songa, Bururi, Matana, Mugamba et partout dans le Kirimiro. La réalité était qu'un patron ne cherchait jamais. Un patron ne cherchait jamais la misère, la mort à son ouvrier quand il protège ses biens partout dans la coutume burundaise. C'est pourquoi, dans ces régions-là, un patron n'osait pas organiser la tuerie, des tueries de leurs ouvriers. C'est impossible. Plusieurs témoignages à notre disposition soulignent l'importance des relations entre les habitants du Burundi. Sur plusieurs témoignages que nous avons dans les livres. D'après les témoignages aussi dans les livres, dans les enquêtes, nous trouvons que les Burundais habitaient paisiblement ensemble. Les préparatifs de l'exécution du plan de génocide de 1972 contre les Bahutus par Michel Michombero sont connus en détail bien avant. En 1965, à Bouké Mourambia,
où il sacrifiait des Tutsis innocents pour accuser les Hutus. En 1969, par une accusation de coup d'État, après l'élaboration du plan Simbananiye en 1968, il voulait directement enchaîner avec ce coup d'État. Mais heureusement, Martin Dayahoze avait déjà dénoncé ses plans à l'avance. Malgré ces manœuvres de Micombero et son entourage, la population d'Olimbo est restée soudée, vivant dans la convivialité, tandis que les administrateurs de ces entités augmentaient des provocations dans le but d'exécuter les plans de génocide élaborés par Michel Micombero. Le responsable des plans de Micombero à Rumonge, il s'agit de Damas Nyambere, frère de Gilles Mazumute, originaire de Matana, fief de Simbananiye Artemo. Ce n'est qu'en 1968 que Micombero commença à dévoiler quelques coins de son plan. Lors de son discours du 1er juillet 1968, il expliqua sa tactique en disant que quand on a un fagot à brûler, il vaut mieux s'y prendre arbuste par arbuste, kuvuna rumwe rumwe. Sinon, on se complique la vie. À ce propos, il faut lire le plaidoyer de Messier à l'endroit de la politique menée à cette époque dans son ouvrage publié en 1971 intitulé La République du Burundi dans l'encyclopédie politique et constitutionnelle série Afrique de l'Institut international d'administration publique. On trouve ça. Le projet de déstabiliser la région d'Olimbo par Michel Micombero et ses acolytes a été commencé en 1970-1971. Après avoir remplacé la région d'Olimbo, dirigée par Autu Moïse Maronko, qui, de 1965 à 1970, était administrateur, Nyambere Damas le remplace pour mieux préparer le génocide de 1972 dans la commune de Rumonge. On lui donna l'autorisation de brûler tous les archives de la commune. Le secteur de Nyanzalak a été confié à Basumbwa Leonidas, frère du ministre Shibura, tous originaires de Matana, et la réunion du 29 avril 1972 à Rumonge a été en présence d'Oyanda et Simbananiye, étant donné le coup d'envoi au sifflet que le rebelle commence dans le but de justifier les massacres de 1972 qui vont en même temps emporter le roi Ntare V, emprisonné dans la prison de Gitega depuis mars 1972. Malheureusement, ces projets macabres vont emporter les ouvriers Hutus et Tutsis venant cultiver dans les champs ou parmeraient des riches, sans oublier ceux qui sont venus dans la Réunion et qui ne pensaient pas que Micombero allait les sacrifier alors qu'il venait pour refuser d'amender le déclenchement des massacres des innocents Hutus. Dans les témoignages de quelques personnalités, on trouve ça. Je ne peux pas m'y attarder, c'est trop long. C'est trop long. Mais on peut terminer par ce qui s'est passé le 28 avril 1972 sous le régime dictatorial qu'incarnait fièrement le parti État Iprona, que le drame se jouait à Rumonge, à Bujumbura. Ces préparatifs, on va regarder comment ça s'est passé. Donc, tout d'abord, l'anticipation de cette initiative aurait été due à une rébellion soi-disant, mais nous trouvons qu'un certain nombre de faits concordants
et troubla. Tout d'abord, le retour au Burundi dans des circonstances non élucidées de l'ancien Rwantare V, fin mars 1972, la distribution d'armes aux Tutsis de Nyanzarake, Rumonge, Bururi entre le 27 avril et le 29 avril 1972 par Shibura et Yanda, la dissolution du gouvernement le 28 avril et l'exécution du 1er mai 1972 de l'ex-Rwantare V dans la prison de Gitega, tout ça reste obscur. Pourquoi Micombero a fait ça? Parce que dès le 28 avril, des gouverneurs militaires furent nommés comme si le pays était en état de siège. Ce qu'il leur fallait en alibi, déjà trouvé d'avance. C'est alors que les troubles déjà programmés débutent au sud du Burundi le 29 avril et dès le lendemain, le 30 avril 1972, l'armée entre en action partout, à la fois et avec la même brutalité, un peu comme si elle n'avait entendu qu'un signal pour se déchaîner. La loi martiale est mise en vigueur dans tout le pays, un couvre-feu instauré, tout rassemblement de plus de 3 personnes interdites, les bâtiments administratifs ou les lieux publics inaccessibles, l'armée et la jeunesse révolutionnaire Rwagasore gérée, liée au parti Iprona, coordonnent les actions pour exterminer pratiquement les Hutus, influents tant sur le plan militaire, politique, économique que social. Elles sont relayées dans les arrestations et les exécutions par les administrateurs policiers, les administrateurs policiers et judiciaires, et tout devient lamentable dans tout le pays. La suite, vous reconnaissez tous les jours. Tous les jours, on parle de ça. On parle des professeurs, des instituteurs qui ont été massacrés, des mouvements ecclésiastiques, des infirmiers, des fonctionnaires, des commerçants. Tous les Hutus, on leur faisait signe de monter dans les voitures et des bandes organisées, destinées, ratisser les faubourgs de Bujumbura et partout dans le pays, amenant dans les camionnettes des Hutus vers une destination inconnue. Une chose organisée, ainsi, celui qui dit que ce n'est pas un génocide, comment on peut appeler ça? Et le gouvernement qui hésite encore là où les recherches, la vérité éclatent au jour, c'est incompréhensible. Il y a quelqu'un qui est en train de me signaler que je peux parler en Kirundi, et en grosso modo je vais essayer de parler. Bagenzi bavukanye, ubu nariko ndavuga mu Gifaransa integuro yo kumara abahutu mu 1972. Michel Micombero n'abafasha biwe ngene babiteguye, natwe twari duheje kwifashisha ibitabo, amatemonyage yanditswe kugira ngo tuduge tumenye buke buke ibyabaye. Mu ntangamara rero barundi kazi, inshuti z'Uburundi, hariho imigani myinshi twumva kenshi, ngugu tukanagutorera. Nico citwazo c'intagondwa nyinshi mu Barundi, abandi ngo hakwihe